bonjour, je suis Michel Heurtaud, je suis artisan maître d'art en parasolerie. Vous êtes ici dans mon atelier qui se trouve à la Cour de l'Industrie dans le 11e arrondissement. Présenter l'histoire du parapluie, de l'ombrelle, de l'anka et du parasol. L'histoire du parapluie n'est pas très ancienne. L'ombrelle a une histoire plus lointaine. On s'est d'abord protégé du soleil avant de se protéger de la pluie. Le parapluie est arrivé au XVIIIe siècle, on va dire, quand les gens ont commencé à sortir dans la rue. Bien sûr, c'était plutôt réservé à la bourgeoisie, car la noblesse et les gens très riches sortaient en voiture. Donc voilà, donc je vais vous présenter quand même quelques parapluies du XVIIIe siècle, qui sont assez impressionnants. C'était une mode générale. Il fallait un décret du roi pour pouvoir les produire. Voilà. Donc vous avez les grands parapluies que l'on retrouvait automatiques. Les inventaires de décès, je veux dire, ça se léguait comme on léguait les meubles d'une maison, parce que c'était des choses qui coûtaient très cher. On imagine toujours le parapluie et l'ancien temps dans le gris, mais au XVIIIe siècle, les parapluies pouvaient être roses, jaunes, bleus, avec des couleurs très vives. Donc quand il pleuvait, ça devait être toute une foison de couleurs partout. Voilà. Donc vous avez un modèle comme ça qui est typique, alors il se renouvelait toujours. Ça c'était des cornes en bois, pommeau en corne moulée. Je vous ai sorti une monture qui est dans le même genre du parapluie précédent pour que vous puissiez remarquer la forme de la structure à l'intérieur. Vous remarquerez que les grands brins sont en véritable fanon de baleine. C'est pour ça que l'on appelle des baleines dans un corset, dans une parapluie ou même des baleines de soutien-gorge actuelles. Je veux dire, ça vient du fait que le fanon de baleine était régulièrement employé pour faire les baleines de parapluie, d'ombrelle, et cela jusqu'à 1870. Après ça, on est passé vraiment dans l'ère un peu oublié le fanon. Donc ce sont des structures très, très lourdes et très encombrantes, mais se mouiller à l'époque était une chose dangereuse. Vous avez le modèle version femme ici, qui est très joli, avec sa soie d'origine, en très bonne condition. Alors c'est un modèle très rare, on trouve beaucoup de grands modèles, un peu moins de modèles, pas vraiment de modèles de cette taille-là. Vous avez à cette période-là un homme qui s'appelait Marius, qui inventait, à vrai dire, toutes les choses en version pliante. Marius a inventé, par exemple, un clavecin pliant, des chaises, des tables, enfin toutes sortes de choses en version pliante, et bien sûr le parapluie pliant, le premier parapluie pliant. Celui-ci date de vers 1730, 1740, et donc ça s'appelait le parapluie à porter dans la poche. Marius avait obtenu le décret du roi pour pouvoir les fabriquer et les produire. Alors ça se passait dans le quartier Saint-Denis à Paris. Et là, vous êtes sur un parapluie, évidemment, avec une caractéristique assez archaïque, rustique, avec des grosses pièces de laiton, du bois, des fanons de baleine. Donc vous voyez cette poignée qui se déplie comme ça, voilà, avec un coulant qui vient là. Hop. Ça vient se visser à cet endroit-là. Voilà, on le fait, les baleines se déplient comme ça, et vous avez après un parapluie qui est tout à fait utilisable, avec toujours l'anneau en haut pour pouvoir le faire sécher. Voilà, ce parapluie a perduré, je veux dire, cette forme de ce système plutôt pour plier existe encore aujourd'hui. Il est encore très couramment utilisé au Japon et en Chine. Donc là, vous avez le premier modèle. Voilà. Ça, c'est la première partie du 18e. Deuxième partie du 18e, il était en métal, version automatique. Et il a perduré jusqu'à... Ça s'est perdu dans les années 1820-30. On ne faisait plus ce modèle. Vous avez le premier empire où le parapluie s'allège un petit peu. On a oublié les grosses tiges en bois et on commence à utiliser ce que l'on appelle des tringles. Ce sont des tubes en laiton. Donc ça fait quand même un parapluie un peu plus fin et un peu plus léger pour éviter le poids. Voilà. Après, entre le 18e et jusqu'aux années 1840, le parapluie n'a pas vraiment beaucoup évolué. Vous avez encore le riflard de Louis-Philippe.
il y a une caricature comme ça de Louis-Philippe avec son riflard comme ça sous le bras. Donc voilà, donc là vous en avez un modèle en coton avec sa grande bague, son grand coulant en laiton ouvragé, ses baleines en fanon. Ça a été 1830, ça a été un peu la fin de ces parapluies très lourds. Les choses se sont un peu plus allégées plus tard. Donc vous avez les parapluies des années 1840. Pour femmes, on commence vraiment à travailler pour donner le côté bijou aux choses. Donc là, vous avez un manche en bambou ciselé avec un décor d'oiseaux, de végétaux et tout ça, avec une bague en or et un petit pommeau en cristal de roche, voilà, et une soie qui est sa soie d'origine. Hein. Là, vous êtes sur une pièce vers 1800, 1840, 50. Vous avez à peu près la même chose ici en bleu, avec des couleurs extraordinaires. Alors pourquoi les couleurs étaient aussi vives? Tout simplement parce qu'il y avait du plomb dans la couleur, donc ça lui donne une profondeur. Et voilà, donc il n'y avait pas d'après sur les soies. Hein. Donc le parapluie devenait étanche à partir du moment où il était trempé. Voilà, une fois complètement mouillé, l'eau ne passait plus. Après, il est évident que c'était plus long à sécher et on peut encore l'ouvrir. Là, vous avez un très joli manche en marqueterie. Hein, c'est une marqueterie incrustée d'or et de bois précieux avec un trèfle à 4 feuilles sur le manche. Donc ça a appartenu à des dames au XIXe siècle. Là, vous avez le parapluie de 1850, 60 aussi. Toujours, on en est toujours au fanon de baleine. Hein, je veux dire, l'acier n'est pas encore arrivé. Donc, vous voyez toujours quand même déjà la courbe. Hein, toutes ces courbes qu'on va retrouver sous tous les parapluies, toutes les ombrelles, ces courbes ne sont pas découpées. C'est la lisière. Donc voilà, on obtient toutes les courbes d'un parapluie, d'une ombrelle, par la déformation. C'est-à-dire on déforme un triangle parfait. Donc voilà, c'est ce qui lui donne la solidité au vent, une résistance au vent, étant donné ça le rend ergonomique. Le vent glisse dessus et ne le prend pas comme une voile de bateau, puisqu'il est en hypertension. La soie est en hypertension. Alors une pièce qui est très rare, je veux dire, parce que très simple. Moi, je l'appelle le parapluie ouvrier. Je veux dire, parce que c'était ce que possédaient les gens pauvres, les ouvriers. Parce que se mouiller était quand même une catastrophe, hein, que ce soit au XVIIIe ou au XIXe, je veux dire, se mouiller était une catastrophe. Donc, on n'avait pas le confort pour faire sécher ses vêtements la nuit. Donc, les gens étaient souvent obligés de remettre leurs vêtements mouillés pour aller travailler le lendemain. Donc un parapluie, c'était quelque chose de très important. Ce modèle est parvenu jusqu'à nous, in extremis, car on n'en trouve plus. Dans toute ma carrière, depuis 40 ans que je chine des parapluies, je n'en avais jamais trouvé. Alors je les vois sur des photos, parce qu'au XIXe siècle, les gens se faisaient photographier avec leur parapluie. Vous êtes sur un parapluie avec une canne en bois très rustique, une monture qui, elle, n'est pas en fanon, mais en rotin, tout simplement, une toile de coton, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, rustique, mais en même temps, dans cette toile de coton, vous avez quand même une finition dans la qualité du coton. Et donc, vous êtes vraiment sur le parapluie que j'appelle ouvrier, qui permettait de pouvoir se mettre à l'abri. Et c'est un modèle très rare et qui fonctionne encore parfaitement. Vous avez dans les catégories, il y a des catégories dans la parasolerie. Il n'y a pas juste le parapluie, il y a l'en-cas et le parasol. Là, vous avez déjà... Qu'est-ce qui différencie l'ombrelle de l'en-cas? Qu'est-ce qu'un en-cas? Un en-cas sert, en cas de pluie, en cas de soleil. Il pouvait porter le nom aussi de « en tout cas ». Je veux dire, on retrouve toutes ces appellations dans les catalogues des grands magasins qui font la publicité des articles qui fournissent. Et donc vous avez l'en tout cas, qui est plutôt dans les années 1880. En 1900, on disait vraiment l'en-cas. Donc l'en-cas a perduré jusqu'aux années 40, où les gens se protégeaient encore du soleil, dans les années 40, avec un parapluie à manches longs. On y viendra plus tard. Donc vous avez l'ombrelle et l'en-cas.
L'ombrelle et l'anka ont exactement les mêmes proportions, c'est-à-dire la même hauteur de manche et la même hauteur de baleine. Vous avez vraiment les mêmes proportions. L'ombrelle est très parée, c'est-à-dire qu'elle est garnie de soie, de broderie, de dentelle. Vous avez celle-ci, par exemple, qui est en tulle de soie, je veux dire absolument sublime et en parfait état, je veux dire, qui a été conservée jusqu'à présent. Donc vous avez l'ombrelle et l'anka qui, lui, n'est recouvert que de soie, une soie unie, de manière à ce qu'elle puisse prendre la pluie. Après, vous avez le parapluie. Le parapluie, lui, vous voyez, a encore la même hauteur quasiment. C'est les mêmes proportions, à part que vous avez une poignée qui est beaucoup plus courte et des baleines beaucoup plus longues. Donc ouvert, ça a un volume plus grand et donc vous protège bien de la pluie pour les vrais temps de pluie, contrairement à l'anka qui est plus petit. Donc vous avez les trois catégories et après vous avez le parasol qui lui doit servir pour les bords de mer, la campagne, les voyages à l'étranger, les colonies très très présentes au XIXe siècle. Je veux dire, donc le parasol est arrivé vraiment dans les années 1850. C'était quelque chose de plus rustique et de beaucoup plus opaque en toile, peint à l'intérieur, soit de bleu, soit de vert. Donc ça, c'est la pièce rustique pour pouvoir se protéger du soleil. Et c'était totalement mixte. Les hommes ou les femmes se servaient de ça. Un homme ne retirait pas son veston. Un homme ouvrait son parapluie ou son parasol pour se protéger du soleil. On n'a rien inventé de mieux que le parasol ou l'ombrelle pour se protéger du soleil. Donc ce fameux riflard qui date des années 1820-1830 date de l'époque Louis-Philippe. Et c'est sous Louis-Philippe que la France crée pour l'exportation 5 millions de pièces de parapluies et d'ombrelles par an pour l'exportation. Le Second Empire, la France a été sous le Second Empire d'un faste inouï. On le voit à travers les costumes, on le voit à travers l'architecture, on voit à travers beaucoup de choses. Voilà, on le retrouve à travers les ombrelles qui étaient de véritables chefs-d'œuvre d'artisanat, d'art. Donc à cette époque, déjà, en 1860, la France exportait pour 18 millions de pièces par an, d'ombrelles et de parapluies pour l'exportation. Donc vous avez des choses qui sont des véritables objets d'art, aussi bien sur des cannes, très ciselées, avec des pommeaux. Là, vous avez un jaspe avec une couronne en or comme ça, des dessus en dentelle faite à la main, bien sûr, hein, du chantilly fait main, des rubans de soie, ça dégoulinait de luxe. Là, vous avez, pour le Second Empire, une ombrelle à manches complets. Mais la plupart des ombrelles du Second Empire sont à manches pliants, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Manches pliants et qui basculent en écran. Donc cette ombrelle s'appelle une ombrelle. Alors ce n'est pas une ombrelle d'enfant, comme je peux voir partout dans les maisons de vente ou dans des tas d'endroits. Ce n'est pas une ombrelle d'enfant, c'est une ombrelle pour femmes adultes. À l'époque des crinolines, plutôt gigantesques. Donc l'ombrelle en proportion et le chapeau était petit. Donc voilà, donc c'est très, très efficace. On appelle ces objets des ombrelles marquises. Marquises pourquoi? Parce que ce système de bascule et de manches pliants ont été créés pour la marquise de Pompadour au XVIIIe siècle. Donc ce système a perduré jusqu'aux années, on va dire 1870, parce qu'il a été présent quand même à la fin du XVIIIe siècle, il a été présent tout le Premier Empire, les années 1820, 30, 40, avec les garnitures qui changeaient évidemment, mais ce système de petites ombrelles à manches pliants, la marquise a été présente. On l'appelait aussi ombrelle de voiture, de manière à ce que les femmes puissent monter dans la calèche avec une crinoline, et pour ne pas casser le manche de l'ombrelle, on pouvait glisser cette ombrelle dans la poche de la robe. Donc voilà, beaucoup de choses, de matériaux différents. Bon, de l'ivoire, évidemment, puisqu'à l'époque, l'ivoire était très courant. Hein, je veux dire, aussi, sous le Second Empire, la dentelle. Alors, la dentelle mécanique qui est arrivée. Si vous prenez des ombrelles de 1850, il n'y avait pas du tout de dentelle sur les ombrelles en 1850 ou même avant.
Il y avait rarement, au 18e, on a pu trouver un peu de dentelle de métal et tout. La dentelle sur les ombrelles est arrivée vraiment dans les années 1860. Avant ça, c'était de la frange. Mais il y avait surtout des dentelles mécaniques où les pavillons étaient tissés directement pour s'adapter à une ombrelle. On peut retrouver dans les catalogues des grands magasins du 19e siècle tous les tarifs de tous les modèles de dentelle. À savoir qu'un pavillon en dentelle fait à la main, comme celui-ci par exemple, une ombrelle comme ça valait au moins 2 ans de salaire d'un ouvrier. Hein. Toutes les femmes sous le Second Empire voulaient absolument une ombrelle marquise, bijoux. On les trouvait beaucoup dans les corbeilles de mariée de toute façon. Hein. Donc voilà. Après, tous ces objets pouvaient se défaire, se refaire à l'infini. On avait une monture et cette monture, après, on la rhabillait toujours différemment et on l'adaptait en fonction des saisons. Et voilà. Là, vous avez un pavillon mécanique. C'est une ombrelle avec du buis, un buis sculpté, je veux dire, dans son état d'origine. Hein. Voilà. Qui est quand même en parfait état. Et qui est plus rare, hein, puisqu'elle n'est pas en ivoire ni rien. Donc on a beaucoup moins conservé tout ce qui est bois et choses simples. Donc j'ai tendance à préférer encore ce genre de choses.